laisser la parole à Jean-Charles Fouché et nous reviendrons ensuite ensemble pour présenter le reste de la journée. Et je ferai donc un exposé sur l'état des lieux en matière de vidéo pour l'entreprise sur Internet. Merci beaucoup. Jean-Charles Fouché, c'est à vous. Certains d'entre vous donc, ont reçu un des livres. Donc, mon activité principale, après avoir passé plusieurs années en tant qu'évangéliste chez Atelier Sud Vidéo, qui était l'un des leaders avant du broadcast sur le marché français, qui est maintenant, donc, dû aux fluctuations de la bourse, fait partie d'un grand groupe, puisqu'il s'agit du groupe IEC, ASV. Donc mon activité principale, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes avec de la vidéo numérique. Alors, notamment, par exemple, s'occuper des gens comme Pathé Cinéma et s'occuper de leur stock en 35 et en vidéo numérique et en vidéo analogique pour le passer justement dans des phases d'archivage et de proposition au public pour que ça soit consultable de manière beaucoup plus ergonomique. Des clients comme le Crédit Agricole, par exemple, pour la mise en place d'un réseau d'information au siège à Paris. Des interventions techniques régulières avec Cyberus, avec Canal Web, donc de la supervision technique pour du streaming. De la formation aussi, par exemple, avec Computer Channel ou d'autres sociétés, Canal+, pour former aux nouvelles technologies et à l'emploi justement des nouveaux formats. La prise en charge, la supervision technique aussi de l'encodage et des films pour L'Oréal sur le Festival de Cannes, donc depuis 1998, et cette année pour Paris Première. Et donc l'auteur de plusieurs livres sur la vidéo numérique, sur le streaming, et sur les bases de données et sur les réseaux. Voilà. Pourquoi ? Parce que, vous allez le voir, c'est relativement difficile, la route est sinueuse pour arriver jusqu'au streaming. Et pour commencer par une petite anecdote, pour vous expliquer un petit peu le problème actuellement qu'on rencontre sur le marché, c'est un des clients qui est le musée océanographique de Monaco, qui a fait appel donc, à une très grande société informatique sur le marché mondial pour une démonstration sur du streaming et de la vidéo réseau. Donc cette grande société s'est déplacée avec 2 ingénieurs. Ils ont installé un serveur, ils ont installé un poste de consultation et ils ont montré donc, une petite image en quart d'écran donc, sur le poste de consultation. Et le client leur a dit « mais c'est pas du tout ça que je veux pas un quart d'écran, je veux un plein écran ». Et alors, il avait un iMac à côté, il a allumé le iMac, il leur a montré un petit fichier en MPEG-1 en plein écran, et les 2 ingénieurs de la société en question se sont mis autour du iMac et ont dit « Waouh, c'est génial, comment vous faites ça ?» Donc c'est typiquement le type de situation qu'on rencontre. Alors je m'excuse pour la lisibilité, normalement, quand il y a plus de 3 couleurs, je vois beaucoup mieux le contenu. Je vais essayer de vous commenter un petit peu. Donc le marché du streaming d'entreprise double chaque année. Il y a une explosion au niveau du marché en entreprise. On prévoit une croissance de 1200% d'ici 2004. Donc c'est un très gros marché. Vous avez donc 70% d'ici 2 ans, 70% des internautes consulteront des contenus vidéo dans un cadre professionnel. Donc le streaming est un élément important de la communication en entreprise. Je vous ai mis un petit comparatif, on va parler des formats plus tard, mais je vous ai mis un petit comparatif de l'évolution du marché sur les 2 formats leaders dans le streaming, à savoir Windows Media de la société Microsoft et les formats RIL vidéo de RIL Networks, où RIL était bien sûr le leader puisque depuis 1995 il propose des solutions validées sur le streaming audio et vidéo. Et donc on a une évolution depuis 1999 avec une inversion un petit peu de l'utilisation, on verra pourquoi, sur l'utilisation du streaming en entreprise. Ce n'est pas du tout le cas sur Internet. Actuellement, RIL est encore leader sur le marché de l'Internet. Maintenant, Microsoft peut encore refaire le coup de Netscape et d'Internet Explorer. Alors, pour mettre de la vidéo donc, sur un réseau, on va chercher des solutions dédiées. C'est très simple, parce que si on parle de la vidéo broadcast, tout ce qui est support vidéo, et qu'on part en fait des 270 mégabits par seconde qu'on a en broadcast, si on échantillonne à 13,5 MHz sur 10 bits en 4.2.2, on obtient ce chiffre. Si on va compresser, qu'on essaie de faire passer de la vidéo en réseau,
On a un format comme le DV, par exemple, qui est abaissé avec un taux de compression de 5 à 25 mégabits par seconde. On a des formats comme le DVD vidéo, par exemple, qui utilisent des codecs, donc compresseurs, décompresseurs. Ce sont des algorithmes qui permettent de compresser la vidéo et l'audio. En MPEG-2, on a des débits de 6 mégabits par seconde. Et pour des CD vidéo, par exemple, des débits de 1,5 mégabits par seconde avec des codecs MPEG-1. On se retrouve avec un problème, c'est que la plupart des gens sur Internet sont reliés avec une liaison modem RTC classique, qu'on appelle 56 kilobits, ce qui fait environ 40 kilobits par seconde effectif. En RNIS numéris, 64 ou 128 kilobits par seconde, soit au maximum 112 kilobits à peu près effectif maximum. Donc quand on compare ces chiffres au plus bas, au CD vidéo par exemple, à 1,5 mégabits par seconde, on ne peut pas faire rentrer 1,5 mégabits par seconde dans 112 kilobits. Donc on va chercher des solutions dédiées pour faire rentrer ces informations. Si on augmente un petit peu ce qu'on appelle le broadband, c'est-à-dire un tuyau beaucoup plus large pour faire passer ces informations, on a des solutions de type câble ADSL avec des débits d'environ 512 kilobits par seconde, ça c'est ce qui est écrit sur le papier. Vous avez aussi des solutions de type le satellite, pour les gens qui sont pas proches d'une infrastructure de type ADSL et câble, pour les gens qui ne sont pas dans des grandes villes où le câble et l'ADSL ont été installés. Le problème, c'est que ce sont des débits absolument non garantis, très variables. Actuellement, vous pouvez très bien avoir 0 kilobits par seconde pendant une journée et demie, ça ne pose aucun problème aux opérateurs. Donc si vous avez des besoins de bande passante, ou alors 12 kilobits par seconde, et puis d'un coup ça peut remonter à 500. Vous avez aussi des solutions à 1024, et le problème c'est que c'est très variable et c'est absolument pas garanti, contrairement par exemple à des liaisons comme numéris, bien qu'il se peut que des problèmes arrivent au niveau du réseau, mais en tout cas ce sont des débits relativement stables. Vous avez des solutions de type liaison spécialisée, de 64 à plusieurs mégabits, mais qui coûtent relativement cher. Et en intranet, donc des connexions de type 10 mégabits, 100 mégabits et plus. Le problème, ça va être quelles sont les ressources libres dans ce réseau, puisqu'on va utiliser le réseau pour d'autres fins, de la bureautique, de la gestion, tout ce qui est réseau en entreprise. Donc il faut absolument s'adapter aux tuyaux, et donc on va avoir des solutions dédiées pour le réseau. Le problème aussi, j'ai quelques morceaux qui sont croppés, je vais vous dire ce qu'il y a sur le côté gauche, c'est qu'on va se retrouver donc avec un petit peu une jungle technologique, et qu'on va avoir. Alors, si vous cherchez certains slides, certains slides ont été ajoutés depuis, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est en plus. Donc c'est une jungle technologique parce qu'effectivement, on va voir qu'il y a beaucoup de formats concurrents, rarement compatibles, et vous avez des gens qui profitent un petit peu de la porte un petit peu ouverte. Alors notamment, donc, le plus connu c'est I2BP, qui a annoncé donc la qualité VHS en 2 kilo-octets par seconde, sachant que actuellement donc en liaison RTC on a au maximum 4 kilo-octets par seconde et qu'on n'a pas du tout de la qualité VHS. Donc eux ont une technologie extraterrestre. En tout cas pour l'instant personne ne l'a vu. Vous avez une deuxième technologie qui s'appelle 3D production multimédia. Alors c'est des gens qui, pareil, proposent des codecs pour faire de la vidéo sur Internet, mais surtout de la vidéo sur un CD, et qui proposent par exemple 2 heures de vidéo sur un CD en qualité DVD. En fait, si on gratte un petit peu, en fait, il s'agit d'un codec Microsoft MPEG-4 qui a été maquillé, qui a été caché sur un CD. Donc voilà. Donc il faut faire attention aux technologies et aux solutions qu'on utilise, même si parfois elles sont moins chères. C'est pas forcément l'idéal, et inversement, on peut très bien avoir des solutions très très chères qui ne font pas forcément, qui n'offrent pas forcément tous les services qu'on a sur des technologies beaucoup moins chères ou gratuites. Donc là, vous avez un petit synoptique en fait des flux qu'on peut avoir sur le webcasting, en partant de tout en haut à gauche de la captation, qui est une étape très importante parce que comme on a des tuyaux qui sont très petits, qu'on va compresser énormément la quantité d'informations qu'on va envoyer sur le réseau. La captation est très importante.
Donc tous les gens qui sont à la base et les intervenants, si vous utilisez des intervenants ou si vous le faites vous-même, les gens qui vont faire la captation, c'est un maillon très important parce que la qualité de la captation, va dépendre en fait de la qualité qu'on aura au final. Donc tout ce qui est par exemple au niveau de l'image, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est cadrage, mouvement de caméra, tous ces petits trucs de captation spécifiques au webcasting. Hein, actuellement on fait par exemple de la captation pour Canal Web ou de la captation pour Cyperus ou pour tous les médias sur Internet, on ne filme pas de la même manière que si on le diffuse sur TF1 ou si on le diffuse sur une chaîne hertzienne. On a des spécifications, on fait moins de panoramique, pas de zoom. On essaye d'avoir par exemple au niveau de l'habillage, des habillages un petit peu plus gros. On essaye d'affiner un petit peu la qualité et de s'adapter aux médias. Donc ça c'est pour la captation, et on va utiliser aussi du matériel adapté. Alors il ne faut pas trop non plus descendre, vous avez deux réflexions, c'est l'image est tellement mauvaise en webcasting qu'on peut se permettre en fait n'importe quoi, et pourquoi pas à la limite utiliser du VHS. Et vous avez d'autres réflexions qui vont dire que c'est justement parce que la qualité est mauvaise qu'on va utiliser par exemple du bêta numérique ou du bêta SX et qu'on va augmenter la qualité. Donc la vérité est un petit peu entre les deux. Vous avez du matériel comme le DV, quand il est bien employé, ou le DVC Pro, chez Panasonic, quand il est bien employé, avec un bon éclairage et une bonne captation au niveau de l'audio aussi, vous avez de très bons résultats. Au niveau de l'encodage, c'est très important aussi parce qu'actuellement il y a beaucoup de recettes, alors il y a beaucoup de solutions techniques en hardware, il y a beaucoup de solutions logicielles, et pour avoir un bon résultat, il faut faire un bon compromis entre tous ces éléments et avoir des recettes de compression, en attendant qu'on ait vraiment des bandes passantes très larges et qu'on n'ait plus ce souci, que ça se rapproche, que le monde du broadcast se rapproche un petit peu avec le monde du webcast. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ce sont un petit peu des cuisiniers, les gens de l'encodage, des cuisiniers de la vidéo qui savent comment ça fonctionne et qui ont de l'expérience et qui arrivent à vous sortir la meilleure image possible en fonction des collègues et des technologies employées. Ensuite, vous avez le problème donc, du lien. Donc, là, vous avez marqué uplink, de la remontée donc, vers le réseau. En fonction, donc, si on est en intranet ou si on est sur un site distant et qu'on va envoyer, qu'on va récupérer donc, une vidéo, qu'on va faire une captation à l'extérieur, et qu'il faut rapatrier cette captation sur le réseau ou en entreprise, de manière à en faire bénéficier un large public, on va avoir deux cas de figure. On va avoir le réseau local, donc avec une liaison directe. Donc, en général, il n'y a pas vraiment de souci. Là, on peut avoir des problèmes. C'est quand on est en liaison distante et qu'on va essayer de faire remonter ce flux vers les serveurs. Alors là, en général, on essaye d'éviter les genres de connexions comme la DSL, puisqu'on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir le jour de la diffusion. Donc si vous arrivez et que vous avez 50 kilobits au lieu des 512 kilobits qui étaient marqués sur le papier, c'est pas intéressant. Vous n'arriverez pas à faire la diffusion, surtout qu'on va voir que la diffusion pour réserver des problèmes au niveau de la quantité, de la largeur de bande dont on a besoin. Donc en général, on utilise du RNIS. Et à partir de 128 kilobits, donc on peut commencer à faire de la diffusion, on va dire, en petites vignettes. Et on peut faire des groupements RNIS, c'est-à-dire qu'on peut utiliser 2 fois 128, 3 fois 128, 4 fois, 5 fois 128. On peut augmenter comme ça, donc on va prendre des routeurs et on va regrouper donc X lignes 128 pour faire remonter tout ça vers un serveur et distribuer donc cette information vers les clients. Donc vous avez un lien, donc une remontée donc, de la captation de l'encodage vers les serveurs, et au niveau de la lecture, donc vous avez les clients qui sont en bout de chaîne tout au bout là-bas et qui vont recevoir donc à travers un provider internet ou à travers n'importe quelle liaison qui les relie au backbone internet. Donc le provider, donc c'est un lien important aussi parce qu'en fonction de la qualité du provider, on peut avoir des surprises au niveau du débit, puisque comme c'est de la vidéo et c'est de l'audio normalement, on n'a pas le droit à avoir des baisses de débit. Et donc le client final qui peut très bien recevoir alors soit du 56K qui est en fait du 40 kg maximum. En général, sur du 56K, on fait passer du 30 ou 34 kilobits par seconde. Le client peut être en numéris aussi. On va faire passer, par exemple, pour du 64, on va faire passer du 40 ou du 50 kilobits. On peut monter à 60 ou 80 kilobits pour du 128 kilobits. On se garde toujours déjà une première réserve
pour éviter d'avoir des problèmes, et puis sachant que les 128, on n'a pas 128 kilobits effectifs. On a toujours une petite paire de données, comme sur du réseau de 10 mégabits, on n'a pas 10 mégabits effectifs. Alors ça, c'est pour ce qui s'appelle, donc, on le verra un petit peu tout à l'heure, le live, c'est-à-dire tout ce qui est direct, mais on peut très bien utiliser d'autres moyens plus lents pour faire ce qu'on appelle de la vidéo à la demande, c'est-à-dire de la vidéo stockée qu'on va proposer à n'importe quelle heure à nos clients, alors que le live, c'est en direct, c'est instantané, et tout le monde voit la même chose. Pour faire les créations donc, de contenu, on a, à partir du moment où c'est de la captation, par exemple de l'interview ou de la captation d'événements en direct, on va avoir du matériel qui se développe actuellement, qui est dédié au webcasting, alors qui va permettre d'une part de s'adapter au niveau de qualité, mais aussi qui va s'adapter aux équipes et au budget, puisque en général, actuellement, ce qui est très difficile, c'est de dire le broadcast, voilà, c'était le prix, et le webcast, et bien si vous voulez du webcast et diffuser de la vidéo soit en réseau dans l'entreprise, soit en réseau sur Internet, ça a tendance à être plus cher. Alors, allez faire comprendre aux clients que le prix du webcasting est plus cher que le prix du broadcasting, c'est relativement compliqué. Donc on va avoir une gamme de matériel qui est adaptée en fait, au webcasting. Donc on va essayer d'avoir des budgets moins chers que le broadcasting. Donc avec notamment des web studios, avec des studios pilotés à distance. Alors notamment, on utilise beaucoup les caméras Panasonic à Tourelle. Donc vous avez 2, 3, 4 caméras qui sont pilotées à distance, à tourelle, donc sans opérateur derrière. Vous avez donc le seul opérateur en général qui existe, il est derrière une petite télécommande, un mélangeur. En fait, ce mélangeur, là où en vidéo avant on avait un switcher ou un réalisateur, la personne qui s'occupe du mélangeur s'occupe en même temps de piloter les caméras à l'aide d'un petit joystick, de plusieurs joysticks, et en même temps de switcher entre les caméras pour l'envoyer en direct. Donc ça fait un petit peu compliqué tout ça à gérer tout seul, mais c'est des systèmes qui sont relativement bien faits puisque vous avez des mémoires sur les caméras, donc vous calez vos positions de caméra, gros plan, plan large, avant le tournage, et puis sur le mélangeur, vous avez toutes vos positions de caméra qui sont préenregistrées, et vous n'avez qu'à appuyer en fait sur le mélangeur, et toutes les caméras prennent la position que vous avez préenregistrée. À vous après de modifier un petit peu ces réglages, et donc vous switchez comme ça, d'une manière relativement simple, toutes les caméras. Alors on peut très bien remettre des opérateurs derrière chaque caméra, mais on n'est plus vraiment adapté au budget qu'on a pour le webcasting. Donc de l'habillage, on va fournir, une fois qu'on a switché entre plusieurs caméras, on va fournir des éléments d'habillage. Alors ça peut être du titrage, ça peut être du logo, ça peut être n'importe quel habillage qu'on va retrouver sur des stations, soit de montage vidéo, soit en direct, comme le Trinity, ou du matériel qui permet de switcher rapidement et de faire de beaux effets. Vous avez très peu d'effets quand même en webcasting, et vous avez l'étape encodage. Donc, alors là, je vous ai mis un petit appareil qui s'appelle le StreamGenie, dont on parlera un petit peu plus tard, qui est une boîte qui s'occupe de tout, qui s'occupe de switcher entre 6 caméras, qui s'occupe en même temps d'incruster des titres en temps réel, qui s'occupe d'incruster en temps réel n'importe quel logo, et qui fait mélangeur aussi avec des effets 2D, 3D, et qui permet directement de partir sur le réseau dans un format natif, soit Windows Media, Microsoft, soit Real Network. Et ensuite vous avez la diffusion, donc savoir connaître en fait les éléments qui existent pour soit en distant, soit en local dans l'entreprise, pouvoir se raccorder au réseau avec la bonne taille de tuyau. Justement, ces solutions dédiées, ça va passer donc par du réseau et par des protocoles spécifiques. Donc vous avez au niveau de la chaîne, si on prend par exemple la technologie Reel, on va avoir donc de l'encodage, qui est le petit logo jaune triangulaire tout au fond, avec une distribution qui va passer par ce qu'on appelle donc un serveur. Donc vous allez avoir un échange entre ce qu'on appelle le client, la personne qui va être demandeur d'informations, et le serveur qui va regrouper toutes les informations et qui va servir ces informations. Alors ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, mais ça peut être du texte, des graphiques, ça peut être du flash, de l'animation, ça peut être un petit peu tous les formats multimédia qu'on a envie de distribuer sur l'intranet ou l'internet. Et pour pouvoir
pour pouvoir lui donner justement des informations à envoyer, c'est l'encodeur qui va lui envoyer les informations et le serveur va redistribuer donc ces informations au client. Alors vous avez toute une gamme de protocoles, donc sur Internet on utilise donc le HTTP. Et bien, au niveau de la vidéo, chacune des technologies va utiliser des protocoles, des ports différents. Alors notamment, vous avez entre l'encodeur et le serveur, vous avez une connexion en TCP et un transport du flux par UDP, et puis des protocoles spécifiques comme RTSP de serveur à serveur s'il y a plusieurs serveurs dans le réseau, et une distribution, donc une connexion avec des protocoles spécifiques entre le serveur et le client, et toutes ces informations donc, doivent transiter par le réseau en intranet. Donc il faut que le réseau soit, par exemple au niveau des firewalls, ça peut poser quelques problèmes pour distribuer une information. Donc en fonction des technologies, vous allez voir ça, c'est en ce qui concerne RIL, mais par exemple, bien sûr, la technologie de Microsoft Windows Media utilise des protocoles différents, bien sûr. Donc vous avez le protocole MSBD de serveur à serveur, d'encodeur à serveur, et vous avez d'autres protocoles de type MMS, par exemple. Si MMS passe pas, vous avez un passage en HTTP ou en TCP, et un protocole donc, de transport. Donc on fait transporter le flux audio et vidéo en UDP. Voilà, donc vous avez toute une gamme de protocoles différents qu'il va falloir faire passer à travers le réseau. Alors pourquoi tous ces protocoles différents spécifiques à la vidéo? Simplement, quand on reçoit de la vidéo, notamment sur Internet, vous le voyez à gauche, vous avez un débit qui est relativement fixe, qui est stable, et puis à partir d'un moment où le réseau, alors soit c'est le provider qui s'écroule, soit c'est une chaîne à un moment sur Internet ou sur l'intranet, qui intervient, qui est très gourmand en mémoire, et là vous avez le flux qui s'écroule. Donc par exemple ici, on a un débit qui était codé à 29 kilobits, à 30 kilobits, et actuellement, on est à 20 kilobits, donc avec des pics, mais des pics très bas. Alors ça veut dire que soit la vidéo ou l'audio s'arrête, soit on a des systèmes qui permettent de réguler, de prendre un petit peu de mémoire tampon, et de travailler avec ce type de protocole. Il faut savoir aussi que quand on distribue de la vidéo, on va donner des cibles, c'est-à-dire qu'on va choisir une qualité spécifique, c'est-à-dire qu'on va dire je veux une qualité par exemple en 1/8 d'écran ou en quart d'écran ou en plein écran. On va définir ça par une qualité subjective à l'écran. Si on la met en plein écran, est-ce que c'est de bonne qualité ou est-ce que simplement on veut cette vidéo intégrée dans un environnement web ou dans n'importe quel autre environnement. Donc on va définir des cibles et on va dire je veux utiliser pour chaque client qui va venir se connecter 20 kilobits, 34 kilobits ou plus petit, par exemple 16 kilobits ou 45 kilobits ou 200 ou 500 kilobits en fonction des outils. Par exemple, si on est sur Internet, on va choisir plutôt des débits de type 34 kilobits. Si on est sur un intranet, on va essayer de distribuer des vidéos à 100 kilobits ou à 200 kilobits. Pourquoi pas un peu plus haut si on a vraiment un équipement qui permet de supporter la charge. Il faut savoir aussi que quand vous allez encoder, ce débit-là, c'est pas du 34 kilobits qu'on va renvoyer au serveur, c'est beaucoup plus gourmand, parce qu'on va avoir une technologie qui va permettre en fait de s'adapter, de niveler les baisses du réseau. Alors vous avez plusieurs noms qui s'adaptent en fait aux différentes technologies propriétaires, comme par exemple chez RIL Networks, cette adaptation dynamique, c'est-à-dire je me connecte par exemple à 34 kilobits, j'ai un débit au début qui est 34 kilobits et puis le réseau s'écroule, donc il faut que je me réadapte en fait à la qualité et automatiquement le client va discuter avec le serveur et ils vont être d'accord pour descendre la qualité à 20 kilobits, mais d'une manière intelligente, de manière à ce qu'on ait la meilleure qualité vidéo possible avec la meilleure qualité audio. Si à un moment la qualité augmente, et par exemple vous êtes sur une ligne RNIS ou sur de la DSL et que votre bande passante augmente, automatiquement le serveur et le client vont s'écouter, ils vont détecter une amélioration de la bande passante et on va passer à des débits supérieurs. Donc cette qualité-là d'adaptation s'appelle SureStream chez RIL Networks, et vous avez donc chez Microsoft par exemple une adaptation qui s'appelle Intelligent Streaming, qui va faire à peu près la même chose. On le verra par exemple chez QuickTime, on s'oriente dans des directions plutôt différentes, où on va sélectionner la qualité en fonction de l'utilisateur. Alors soit c'est automatique, on va détecter sa qualité, soit on va lui demander de faire un choix par rapport à la qualité qu'il veut recevoir. Les modes de diffusion aussi, vous le verrez aussi avec la présentation
qui suivra. Les modes de diffusion, par rapport à l'intranet ou à l'internet, on peut diffuser l'information de deux manières. La manière la plus courante actuellement, c'est ce qu'on appelle l'unicasting, c'est-à-dire qu'on a un serveur tout en haut qui offre de la vidéo à des clients, et si j'ai un client qui vient se connecter, et par exemple je distribue de la vidéo à 100 kilobits par seconde, je vais avoir un flux de 100 kilobits. Si j'ai deux clients qui viennent se connecter et qui demandent de la vidéo, ben je vais avoir 2 fois 100 kilobits, je vais avoir 200 kilobits. Si j'ai 3 clients, ainsi de suite, 300 kilobits, et je vais donc prendre énormément de ressources au niveau du serveur. Moi, je vais ralentir le serveur, ça va être gourmand en ressources, et je vais manger de la bande passante aussi au niveau du réseau. Alors ça, c'est actuellement ce qui se fait le plus sur Internet. On a une deuxième solution, c'est le multicasting. Alors le multicasting, c'est relativement simple à comprendre. Vous avez un serveur, je m'excuse un petit peu mais normalement c'est beaucoup plus lisible. Vous avez donc un serveur ici, sur un flux. Un client demande un flux donc en multicasting, le serveur lui répond et lui envoie un flux. Si à ce moment-là, à partir du moment où un flux circule et que d'autres clients viennent demander exactement le même flux, en fait le serveur va renvoyer une route et les autres clients vont se connecter sur la route du flux. Ce qui permet en fait de n'avoir sur ces portions-là, ici, si jamais on était en unicasting, on aurait par exemple 3 flux, donc 3 fois 100 kg qui transiteraient. Ici, en fait, on va se connecter donc, à des chemins, à des flux directement, et on va alléger énormément le réseau. Le problème, il faut que tout le réseau soit adapté au multicasting, et il faut que ça puisse fonctionner de manière homogène. Ce n'est pas le cas forcément des réseaux Internet, donc ça pose beaucoup plus de problèmes sur Internet, alors qu'en intranet, c'est beaucoup plus facile de faire du multicasting. Il faut vérifier si l'équipement est compatible, et en général, c'est le cas. Il suffit juste de faire des tests et de vérifier si tout fonctionne bien. Alors c'est très intéressant, surtout au niveau de la bande passante, puisque vous voyez, si vous augmentez le nombre de clients, en multicast, ici, vous n'avez pas une demande de bande passante énorme, alors qu'en unicasting, vous écroulez le réseau. Quelques exemples au niveau de la bande passante. Ça veut dire que si vous diffusez de la vidéo pour une cible de 256 kg, qui sera en réalité un flux d'environ 225 kilobits par seconde, si vous avez 10 clients qui viennent se connecter en unicasting, ça vous fait un besoin de 2,5 mégabits par seconde, ce qui fait pour un réseau qui est en 10 mégabits, en Ethernet 10, vous avez environ 30 clients maximum qui peuvent venir se connecter en unicasting, donc c'est pas énorme. Alors que si vous travaillez en multicasting, vous avez un nombre important de personnes qui peuvent se connecter et vous n'écroulez surtout pas le réseau pour les autres applications qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Ce qu'on appelle SureStream aussi, c'est cette capacité à intégrer dans un seul flux plusieurs flux différents à des qualités différentes et de s'adapter automatiquement. Donc on envoie en fait tous les flux, on fait remonter tous les flux vers le serveur. Une fois que le serveur reçoit tous les flux, il discute avec les clients et envoie le flux adapté à la bande passante du client. Donc là vous avez une petite... alors les solutions viables, si on ne peut pas faire travailler en multicasting, c'est la possibilité en fait de se rapprocher enfin du POP, du point de connexion. Notamment ici, si vous avez un serveur tout au fond et vous avez notre client qui est sur la droite, et que vous avez le point de connexion qui est ici, si on doit faire transiter le flux vidéo à travers Internet, on peut avoir des problèmes avec des points d'engorgement, avec des blocages au niveau du flux, ça va poser des problèmes, donc on a plusieurs solutions. On peut se rapprocher par exemple en mettant d'autres serveurs plus proches du point de présence, du point de connexion, ou mettre des proxys vidéo qui vont répéter l'information sur la plateforme même de connexion, par exemple sur une plateforme ADSL ou sur une plateforme de type câble, ou alors vous avez la diffusion de type satellite qui marche relativement bien. Vous avez en plus maintenant une augmentation du nombre d'offres satellites et vous pouvez avoir des débits quasiment identiques à de l'ADSL ou du câble. Maintenant c'est très variable et ça varie aussi notamment en fonction des providers et du nombre de personnes qui viennent se connecter. Mais en multicasting ça marche relativement bien. Et donc le client peut recevoir de la diffusion de bonne qualité, c'est-à-dire on peut envoyer du 300 kilobits par seconde par ce type de procédé et vous distribuez. Alors en général le multicasting c'est pour faire du live, tout le monde reçoit la même source en même temps. Si vous voulez faire de la vidéo à la demande, de la VOD, c'est plus possible.
Ici, vous avez une infrastructure simple. Quand on est, par exemple, en intranet et qu'on veut travailler sur le réseau, avec une phase de numérisation en haut. Vous avez donc un stockage qu'on va appeler online, parce que la qualité, c'est de la qualité de type broadcast, et qu'il va falloir convertir dans un format de type intranet ou internet, donc avec une phase de documentation et d'editing, s'il faut découper les segments vidéo, et utiliser donc ce qu'on va appeler un serveur vidéo qui va distribuer de la vidéo dédiée à l'intranet et dédiée à internet. Donc là on a mis serveur RIP, mais ça peut très bien être un serveur des trois technologies qu'on va voir juste après. Alors au niveau par exemple de tout ce qui est acquisition, documentation, vous avez des logiciels dédiés qui permettent d'automatiser la numérisation, qui permettent d'automatiser l'indexation, la documentation. Notamment vous avez des gros éditeurs comme Virage aux États-Unis qui a développé des systèmes d'indexation automatique. Actuellement vous avez des systèmes de reconnaissance automatique des formes. Alors par exemple il indexe automatiquement la vidéo en fonction des formes qu'il reconnaît, par exemple un visage. Ça peut être des objets, un téléphone, ça peut être une voiture, n'importe quoi. Et vous avez des systèmes de reconnaissance aussi vocale, où on va numériser et on va écouter ce qui se passe sur les bandes son pour indexer, en fonction des mots-clés, automatiquement toutes les vidéos qu'on va numériser automatiquement. Bon, après, ça peut être repris par une documentaliste pour améliorer un petit peu le contenu, mais ça permet de décharger pas mal de tâches. Donc ici, on a une infrastructure un petit peu plus évoluée, avec donc, par exemple des studios live, ici automatisés, avec une zone habillage, avec tout ce qui est archivage et webmaster, du montage en haut pour ce qui n'est pas live et plateau, et de la numérisation automatique par exemple, avec du stockage en intranet, en serveur de fichiers ou en serveur web, et un serveur vidéo test, ou en tout cas un serveur vidéo interne qui va distribuer de la vidéo à l'intérieur du réseau. Si on veut en général distribuer de l'information à l'extérieur, on va plutôt utiliser les services de serveurs externes, de sociétés qui vont vous louer en fait de la bande passante et qui vont vous louer des serveurs dans l'un des formats que vous avez choisi. Donc ici, on reprend les services live ou la vidéo à la demande avec des qualités. Donc vous vous rappelez que comme on utilise des technologies de type SureStream ou intelligence streaming, en général le flux qu'on fait remonter vers le serveur est beaucoup plus important. En général on double, on peut même tripler le débit. Par exemple si je cible des clients à 40 kilobits par seconde, je peux me retrouver facilement avec un flux de l'encodage au serveur avec des flux qui font 90 ou 150 kilobits par seconde. Donc j'ai doublé ou j'ai triplé mon débit pour que les clients puissent recevoir en fait le débit adapté. Il y a une chose intéressante aussi, on va le voir, c'est que vous allez devoir choisir entre de la diffusion vidéo à travers ce qu'on appelle un serveur web, donc qui distribue des informations de type HTML, du texte, des images, des animations flash, et qui va pouvoir distribuer de la vidéo et du son aussi. Alors le problème donc, du web, c'est-à-dire qu'on télécharge, c'est-à-dire qu'on récupère le fichier, donc ça peut poser des problèmes de droit, et que si on intègre donc notre serveur vidéo, qui est un serveur dédié donc à la technologie du streaming, on va pouvoir avoir non seulement une protection de la vidéo, puisqu'on n'envoie pas un fichier, on envoie un flux, et qu'on se connecte sur ce flux, et qu'en plus, le serveur vidéo va nous permettre de faire du live, alors que le serveur web ne nous permet absolument pas de faire du live. Donc il va falloir un serveur dédié par technologie choisie. Donc on peut très bien, donc pour tout ce qui est live, on est obligé de se connecter à un serveur live, donc un serveur vidéo, par exemple avec le protocole RTSP. Et pour tout ce qui est vidéo à la demande, on peut très bien, on n'est pas obligé d'utiliser les ressources d'un serveur vidéo, et on peut très bien utiliser les ressources d'un serveur web, beaucoup plus simple à mettre en œuvre, pour que au niveau des clients, on ait en même temps donc, tout ce qui est VOD et tout ce qui est low cost sur un serveur web, et tout ce qui est haut de gamme et live. Ça dépend un petit peu si vous voulez rester en intranet ou en internet, et choisir ce type de service. Donc ici, c'est la réception au niveau des players.
Donc en partant d'en haut, 128 kilobits par seconde en RNIS, ce qui fait 112 kilobits par seconde. Sachant qu'un flux 56, donc on a à peu près 34 kilos. Donc vous avez ici serveur web et serveur vidéo, donc ils sont distribués à travers les providers. Satellite, liaison satellite ici, donc on a une liaison descendante qui peut faire 512 kg. Bien sûr, on a en général une liaison montante qui est beaucoup plus inférieure, qui est beaucoup plus petite, qui est en général du RTC, donc du 56K. Donc en liaison montante, ça fait à peu près du 30 kilobits effectif. Ou alors vous pouvez très bien utiliser du numéris pour remonter. Donc vous avez une grosse descente et une petite liaison montante. Ou alors du câble et de la DSL, sachant qu'actuellement, il faut que la technologie se stabilise un petit peu et que les opérateurs offrent un débit, une garantie un petit peu plus élevée. Pour soulager donc, le réseau, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des proxys vidéo, on a aussi les technologies dites de splitting, où on va utiliser plusieurs serveurs pour décharger un petit peu les informations. Alors par exemple, si on a une grosse société avec plusieurs étages et des réseaux importants, on peut utiliser par exemple, pourquoi pas, un serveur par étage ou par service, et les serveurs discutent entre eux, s'échangent les flux complets, et on va pouvoir aller se connecter en fait sur le serveur qui est le plus proche de nous pour éviter de saturer le réseau et de faire écrouler les ressources. Donc on a une technologie, la technologie chez RIL qui s'appelle IQ, qui intègre la technologie Neuralcast, qui permet d'optimiser tout ce qui est serveur. Alors c'est pas réellement ça n'est pas que une amélioration logicielle et au niveau des codecs, c'est surtout en fait une architecture de réseau qui permet d'optimiser la connexion entre tous les réseaux et de faire discuter ensemble tous les serveurs de manière à partager, optimiser et distribuer la vidéo sur le net de manière à vous offrir la meilleure qualité possible en fonction des partenariats que RIL Networks a signés avec différents opérateurs de manière à trouver le serveur vidéo qui est le plus proche de chez vous pour vous offrir la meilleure qualité. Donc au niveau des formats, on a donc les standards qui est Windows Media qui est actuellement officiellement c'est la version 7. Vous avez la version 8 au niveau des codecs qui ne devrait pas tarder à arriver. Vous avez déjà une version bêta qui existe et qui est utilisable. Ça, c'est Microsoft donc, qui offre cette technologie. Vous avez RIL Video, donc la société RIL Networks, avec la version 8 des codecs RIL Video. Et vous avez bien sûr Apple avec la technologie QuickTime. Et vous avez une multitude de petits formats dits de laboratoire qui permettent d'encoder de la vidéo. Alors vous avez par exemple Pixelon, ou Forbidden Technology qui utilise en fait qui n'utilise pas de plugin particulier, puisque le problème de la vidéo actuellement c'est que votre machine doit être installée avec un plugin, un logiciel spécifique qui va relire les codecs spécifiques propriétaires à l'encodage. Ici ils utilisent notamment par exemple des programmes en Java qui permettent donc d'offrir la vidéo d'une manière totalement transparente, sans téléchargement de plugins spécifiques, et qui fonctionnent sur n'importe quelle plateforme. Au niveau du Rich Media, vous allez avoir des intervenants sur le Rich Media, mais juste pour en parler un tout petit peu, ce qu'on appelle le Rich Media, donc, c'est l'intégration, la mise en relation de la vidéo, du texte, de bases de données, de graphes, de n'importe quelle source multimédia, qui va être synchronisés ensemble et qui vont être reliés ensemble de manière à permettre une multitude de services. Et par exemple, en regardant un film, vous pouvez cliquer par exemple sur la liste des acteurs, avoir la biographie des acteurs, avoir une base de données sur tous les films qui ont été tournés par cet acteur et offrir en fait un environnement d'informations riche. Donc vous avez un accord entre RIL et QuickTime qui supporte ce qu'on appelle le SMILE, donc qui est un langage comme le HTML qui permet de synchroniser donc, tous ces médias. Donc RIL utilise le SMILE comme format de Rich Media. À partir de QuickTime, Apple, à partir de la version 4.1, vous avez un support du SMILE. Par contre, Microsoft n'utilise pas le SMILE et Microsoft fait bande à part. En général, chacun essaye bien sûr d'avoir une technologie propriétaire de manière à offrir tous les outils en interne et pas aller chez les voisins.
Donc vous avez d'autres outils externes. Alors il y a une multitude de petits outils externes qui permettent de faire du smile. Alors en général c'est sous forme de timeline, c'est-à-dire vous avez donc une ligne de temps et vous placez des éléments de type texte, de type vidéo, de type audio, de type animation, flash, du MP3, tous les éléments multimédia. Et puis vous synchronisez, vous pouvez placer des marqueurs HTML de manière à ce que la personne puisse cliquer sur la vidéo pour aller à tel endroit. Tiens, on parle de maison dans le sud-ouest, et bien on clique sur la maison dans le sud-ouest et ça nous amène sur un site de vente immobilière. Vous avez des outils propriétaires qui sont livrés par les fabricants, Microsoft, Reel et QuickTime, mais vous avez surtout beaucoup d'outils relativement puissants comme notamment Avid et une version qui s'appelle ePublisher qui permet de fabriquer du smile et du contenu riche en restant dans la gamme de type Avid. Alors vous avez des exports maintenant Avid de plus en plus ouverts vers le web, avec notamment Media Cleaner, des exports en Reel et en Windows Media Direct et en QuickTime. Et vous avez des outils très puissants comme ePublisher. Vous avez d'autres outils comme les NTV Tools et plein d'autres petits outils qui permettent de compléter une offre relativement importante. Donc l'offre de Reel Networks, donc depuis 95, il y a une petite erreur je pense sur les slides que vous avez, parce que j'ai écrit 85. Donc c'est une société donc, qui a une grande expérience au niveau du streaming. C'est une activité entièrement dédiée au streaming. Un réseau de partenaires dans le monde entier et des solutions validées qui leur permettent en fait d'avoir une offre réseau beaucoup plus importante que les autres. Et notamment une qualité de service beaucoup plus importante sur le plan mondial, avec des accords avec énormément d'opérateurs réseau. Et vous avez aussi un support multiplateforme très large, qui va de Microsoft, Macintosh, Unix, Linux, Sun, IBM. Donc vous retrouvez des players notamment, un petit peu sur toutes les plateformes. Vous avez le lecteur ici, donc le lecteur simple, et un lecteur habillé un petit peu en rich media, vous voyez, avec des liens HTML et un film qui passe. La version gratuite est limitée dans ce sens où vous ne pouvez pas agir sur la qualité audio et sur la qualité vidéo. Et vous avez une version payante qui fait 30$, qui vous permet d'agir un petit peu sur l'affichage et sur... Vous avez un equalizer, vous avez des petits plus sur la version payante. Mais la version téléchargeable sur Internet est gratuite. Vous pouvez donc facilement intégrer le lecteur dans un habillage de type HTML ou Rich Media, comme par exemple Canal Web, qui intègre sur un habillage. Je vais aller un petit peu vite parce qu'on est en retard. Vous avez le jukebox MP3 au format Reel audio, qui permet en fait de stocker et de retrouver facilement les formats de type audio, avec un habillage de type skin. Vous avez l'encodage, donc sous Reel Producer, vous avez l'image source sur la gauche, l'image compressée sur la droite. Donc ça, c'est un outil qui est livré gratuitement, qui est téléchargeable gratuitement. Vous avez une version payante qui fait 200$. La seule différence entre les deux, qui est de taille, c'est que non seulement vous avez beaucoup plus de cibles, elle est limitée à 2 cibles, par exemple 28 kg et 56 kg sur la version gratuite, et vous êtes limité au niveau du resizing et du crop, c'est-à-dire que si vous avez une image source qui fait 760 pixels sur 576, vous ne pouvez pas resizer l'image plus petite pour que ça soit moins gourmand en ressources en bande passante, ce qui est possible seulement sur la version professionnelle, donc qui coûte 200$. Vous avez un metteur en scène multimédia qui s'appelle Reel Slideshow, une version gratuite, une version payante, qui fait 100$ pour la version payante, où vous déplacez sur une timeline, comme on l'a parlé tout à l'heure, des images, de la voix, du texte, et vous synchronisez tout ça sur un layout, sur une mise en place à l'écran. Et vous avez un diaporama, donc Reel Presenter, qui permet de présenter donc, des slides PowerPoint, soit en direct, soit à la demande, sur lesquels vous pouvez rajouter donc, votre vidéo tout en haut, et puis un commentaire son qui va être streamé en direct ou à la demande. Un serveur, donc une offre serveur, gratuit pour la version 25 flux, donc qui est téléchargeable gratuitement
et qui, à partir de 60 flux, donc, coûte 2000 $. Et vous avez donc des versions à 2000 $, 3000 $, 5000 $. Et en fonction de la quantité de flux que vous voulez, de flux en même temps, simultané, c'est-à-dire si 200 personnes, 1000 personnes se connectent sur votre serveur, il faudra upgrader vers une version plus importante. Microsoft, donc la version 7 officielle, la version 8 arrive. Une offre intégrée à l'OS, c'est-à-dire que toutes les versions de Microsoft, donc le player est intégré au système d'exploitation. C'est 100% gratuit, tout est gratuit, encodage serveur et player, complète, tous les outils sont intégrés, livré en standard sur tous les OS de Microsoft pour les players, et les serveurs, tout ce qui est serveur de données est intégré à Windows 2000 Server, et vous avez une compatibilité Macintosh officielle depuis quelques temps. Vous avez un lecteur, donc le Windows Media Player, donc, qui est skinable aussi, vous avez un petit écran de skin, et qui aussi est portable, c'est-à-dire que sur tout ce qui est GSM et Internet embarqué, et petit Palm Top et tout ce qui est Palm Pilot et ce genre de choses, vous avez des lecteurs, pas Palm Pilot, mais tout ce qui est Windows CE, vous avez des Windows Media Player. Un encodeur qui est livré aussi, qui est gratuit, qui permet d'encoder au format Windows Media. Vous avez une amélioration de la qualité, donc pour aller rapidement, les deux proposent de la qualité VHS à 250 kg, ça c'est ce qui est écrit sur le papier, et de la qualité dite DVD, proche DVD, à 500 kilobits. Vous pouvez rajouter facilement 100 kg ou 150 kg pour obtenir des qualités à peu près convenables. Les deux, à peu près sur le papier, font la même chose. Windows Media a un metteur en scène aussi. En Rich Media, vous déposez aussi des sons et des images directement sur une timeline, de la même manière. Vous avez un diaporama géré intégralement à partir de PowerPoint, où vous commencez une diffusion donc en direct ou en VOD à travers directement PowerPoint. C'est intégré aussi pour Reel, vous avez un petit menu à l'intérieur de PowerPoint qui vous permet de streamer. Et vous avez un serveur qui est intégré gratuitement donc, à tous les serveurs, toutes les versions serveurs de Windows 2000, Windows Server, Advanced Server et Data Center. Vous avez la même chose chez Apple, Apple le player, le QuickTime Player, avec un export direct dans la version Pro, c'est-à-dire le player fait office de compresseur, à part si vous achetez la version Pro qui coûte 30 $. Pour tout ce qui est live, vous passez par des outils externes, notamment sur Hanson Broadcaster. Le codec pour compresser coûte 500 $, le broadcaster coûte 200 $ pour faire du live. Au niveau multimédia, c'est QuickTime qui a le plus grand support au niveau des logiciels externes, c'est-à-dire que quand vous utilisez GoLive, Premiere, Director, Media Cleaner et toute une gamme de logiciels, vous avez un support très important directement intégré dans l'interface pour sortir donc du Rich Media ou des formats de type QuickTime. Et au niveau des serveurs, donc, il y a un serveur QuickTime vidéo, mais QuickTime qui a une petite fragilité donc, sur les bandes passantes relativement faibles, c'est-à-dire qu'en bas débit, ça passe beaucoup plus difficilement que chez Reel et chez Windows Media. Donc il y a un problème de stabilité aussi au niveau des outils internes. Le Reel Server donc, permet la diffusion en streaming à partir de la version 8 des fichiers Move, des fichiers QuickTime. Les serveurs externes, Émeric Delavessière parlera tout à l'heure de l'intranet. Et on va terminer sur ce qui arrive, c'est-à-dire sur les formats de type MPEG-4. Alors, Microsoft a intégré le MPEG-4 dans ses codecs, c'est-à-dire qu'il a pris la norme MPEG-4 adaptée au réseau et l'a encapsulée dans son format, donc Windows Media. Vous pouvez maintenant, vous avez un codec maintenant intégré dans les dernières versions de Windows Media. Vous pouvez faire directement du MPEG-4 ISO, c'est-à-dire du MPEG-4 natif. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas un élan d'intégration générale chez Reel et chez Windows Media. Par contre, vous avez des alliances comme l'ISMA, Internet Streaming Media Alliance, qui sont regroupées autour d'un panel de constructeurs informatiques et de Microsoft, d'Apple, avec QuickTime, pour justement valider le standard MP4 comme un format fédérateur. Voilà. Et on terminera là-dessus parce que je pense qu'on est en retard. C'est parfait, Jean-Charles.
l'intervenant suivant, je ne sais pas. Oui. Si on fait abstraction du coup en matière de fonctionnalité, quelle va être la différence entre un Windows Media ou un Réo? Qu'est-ce qu'il va faire? On va pencher plutôt vers l'un ou vers l'autre. Ça va être, alors d'une part, est-ce qu'on travaille en intranet ou en internet? Est-ce qu'on a du bas débit ou des débits beaucoup plus larges? Deuxièmement, est-ce que votre parc matériel, c'est du Mac? Est-ce que votre parc matériel, c'est du PC? Est-ce que vous êtes plutôt Unix? Est-ce que vous êtes plutôt Windows? Généralement, si vous êtes Macintosh, vous allez plutôt utiliser la technologie QuickTime. Bien que maintenant, il y ait beaucoup d'utilisateurs QuickTime qui disent qu'ils éprouvent des soucis au niveau stabilité sur Macintosh avec le QuickTime Player et aussi un petit peu avec le Real Player, et qui sont tentés de passer sur du Windows Media. Et il faut prendre en compte aussi une solution homogène. C'est-à-dire que quand on travaille sur Windows 2000 ou Windows NT, tous les services sont intégrés déjà d'origine et fonctionnent d'une manière relativement homogène et prévus pour fonctionner ensemble. Donc on va plutôt opter vers une solution Windows Media. Si on veut distribuer au plus grand nombre en fait, des solutions de streaming sur Internet et en intranet, on va plutôt passer sur du Rail. Et si on veut des formats qui résistent mieux, par exemple au streaming bas débit, on va plutôt éviter de prendre du QuickTime et on va passer plutôt sur du Rail ou du Windows Media. Il n'y a pas de grande différence fonctionnelle qui vont permettre de dire je prends tel produit ou tel produit. Ça dépend des cas, mais si vous voulez, comme on est très en retard, on en rediscute au repas ou juste après. Je vais vous en parler aussi. Voilà, monsieur de la Vessière, on pourrait le questionner durement.